faire un petit sondage. Qui vient de l'IEP? Ok. Et donc, qui vient de l'extérieur? TBS et autres. Voilà. Merci. Merci de venir de l'extérieur et profiter de cette conférence. Aujourd'hui, alors, on accueille Jean-Philippe Descaques qui va se présenter. Je pense qu'on aime bien aussi que les intervenants se présentent, nous disent d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, dans quoi ils sont associés, notamment l'atelier d'écologie politique. C'est important aussi que nos étudiants connaissent ces lieux pour apprendre et bifurquer. Alors, ce festival des transitions, c'est une première, puisque vous le savez peut-être, presque l'ensemble des campus de l'Occitanie joue le jeu aujourd'hui, banalise ses cours au profit de notre programme, des fresques. Ici, on a des fresques du climat, on a des ateliers d'automne, fresques de l'alimentation, conférence cet après-midi sur les déchets, la civilisation des déchets. Thomas Braille qui vient nous parler de son investissement et de son association, notamment les Écureuils. Et le soir, on a un film de l'activiste Camille Etienne qui va nous parler d'Epiphases. Aujourd'hui, on voulait, et particulièrement ce matin, faire ce pas de côté. Alors, ça s'adressait, ce petit pas de côté, évidemment, aux étudiants de l'IEP et à tous les étudiants qui sont venus de l'extérieur, on est ravis, mais également au personnel. Alors je vois quelques membres du personnel, pas beaucoup, on aurait aimé un peu plus, mais c'est pas très très grave. L'idée étant, voilà, peut-être d'apprendre aujourd'hui à chercher des nouveaux récits. Hier, il y avait l'inauguration aussi sur ces questions-là, peut-être dérouler sur la base des expériences que vous avez rencontrés, notamment par les personnes que vous avez interviewées sur votre podcast, vous allez nous en parler sans doute, vous faire peut-être écho certaines histoires intéressantes sur ces bifurcations écologiques. Et je voudrais aussi vous parler à l'IEP de ce que nous, on essaie de faire. Alors nous, c'est le comité de la transition écologique, donc des étudiants, du personnel administratif et des enseignants, et donc une chargée de pilotage qui est ici, Emmanuel, et Lou, qui aide finalement au pilotage de la transition jusqu'à la fin de l'année. Et je les remercie infiniment parce qu'elles ont œuvré à ce que tout se passe bien aujourd'hui, et ça a été un gros travail, donc merci à vous. Alors dans ce comité de la transition, l'idée étant de commencer depuis 4 ans sur l'impulsion des étudiants, l'association Gaïa, que je remercie toujours parce qu'elle est toujours très active sur les questions de transition de l'animation sur le campus. Nous avons engagé l'établissement dans un plan de transition, un plan de sobriété, et nous sommes en train de rédiger un schéma directeur, puisque c'est désormais obligatoire avant la fin de l'année, grâce au plan climat et biodiversité du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous devons nous engager sur un temps long en tant qu'établissement à faire notre part. Et évidemment, les étudiants ont un rôle à jouer, donc certains étudiants vont être amenés à regarder ce schéma directeur, et j'invite ici les étudiants qui le souhaitent à venir consulter ce schéma directeur. Il est en cours d'écriture, on est à la 60e page. On a quelques idées, évidemment, on essaie de se projeter sur le temps long, donc n'hésitez pas à écrire transition-écologique@sciencespotoulouse.fr pour venir nous aider, soit en tant qu'éco-délégué, soit en volontaire. C'est gratifié aussi cet investissement, donc n'hésitez pas à vous manifester. Je ne vais pas parler davantage, peut-être... Ah oui, si, petit message pratico-pratique. Oui, pardon, juste pour vous prévenir qu'il y a le service communication qui va venir prendre des photos de l'intervention. Voilà, que vous ne soyez pas surpris, ils viennent. Et après, si vous vous cachez, si vous ne voulez pas être en photo. Voilà, j'ai oublié de me présenter. Donc, Christelle Cournier, je suis professeure de droit dans cet établissement. Et puis, je suis en charge du fameux module du transition écologique que vous avez vu en première année, que vous verrez en deuxième année, en quatrième année, en cinquième année, 80 heures dédiées à la transition, qu'on va un petit peu aménager pour l'année prochaine, sans doute. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Alors, peut-être c'est mieux ici, tout simplement parce que
conférence est filmée, elle sera mise en ligne sur le site Transition, la chaîne YouTube, où vous pouvez aller consulter. On a mis quelques conférences en ligne depuis qu'on fait venir un certain nombre d'intervenants, notamment. Il y a eu une conférence sur l'éco-anxiété, une conférence sur l'écoféminisme, une conférence de Timothée Paris que vous pouvez aller revoir sur la chaîne YouTube. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être ici pour parler de bifurcation écologique. Alors effectivement, je n'avais pas prévu de me présenter plus que ça, mais je vais quand même dire quelques mots. J'ai plus prévu de vous dire en fait comment est-ce que je me situe, puisque tout propos est situé, et donc j'avais quand même envie de faire un point d'abord pour que vous sachiez d'où je parle et d'où vient un petit peu le matériau de base qui a servi à cette réflexion et à cette présentation. Moi, je suis diplômé d'HEC Paris en 2010. J'ai été entrepreneur dans différentes startups dans pas mal de pays différents pendant plus d'une dizaine d'années, avant de finalement essayer de faire autre chose. Et j'ai notamment lancé un podcast où je me suis d'abord intéressé justement aux diplômés des grandes écoles qui avaient opéré un changement de métier, une bifurcation de métier, et qui aujourd'hui a évolué et se concentre beaucoup sur des entretiens d'écologie politique avec des chercheurs. Donc il y a une grosse partie du matériau qui est nourri par ce podcast. Ces entretiens, dont une partie a eu lieu dans le podcast avec des diplômés bifurqueurs, a donné lieu à un livre qui s'appelle Le courage de renoncer, qui a été publié il y a 2 ans. Et vous verrez, il y a toute une partie de cette présentation où je vais m'appuyer sur les résultats de cette enquête que j'ai menée, mais que j'ai mis à jour après avec aussi le recul. Et enfin, mon statut actuel, donc je suis doctorant, j'ai repris mes études en 2023, je suis doctorant à l'École Polytechnique à Paris, au Centre de recherche en gestion, et je fais une thèse en sciences de gestion sur les stratégies de décroissance des organisations. Pour parler de bifurcation, je pense qu'il est essentiel déjà de comprendre un petit peu le contexte environnemental. Donc je vais essayer d'en dire quelques mots. Je vais peut-être passer assez vite sur certains points, concepts. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter. On aura une séance normalement assez longue de questions-réponses à la fin de cette conférence. Voilà, on pourra revenir en détail sur ces sujets. Bon, le premier point à aborder sur la question du contexte environnemental, c'est bien évidemment qu'il y a une accentuation et une accélération des événements extrêmes, en partie dus en fait au changement climatique, et que ces événements extrêmes ne sont pas uniquement le fait de situations qui se passent à l'autre bout du monde, dans des pays du sud global, mais bien chez nous. Là, ici, vous avez un exemple d'incendie au sud d'Athènes qui date du 30 septembre, un exemple d'inondation qui date de la mi-septembre en Pologne, et les canicules de l'été dernier en Europe. On aurait pu les illustrer par celles de cet été également. Vous avez aussi des phénomènes comme les sécheresses qui ont bien évidemment un impact très fort sur la production agricole. Ici, c'est en Zambie en 2024, donc c'est très récent. Les vagues de chaleur qui ont un impact concret sur le vivant. Ici, vous voyez des millions de poissons morts en Australie cette année aussi, qui ont suffoqué, simplement parce qu'ils n'avaient plus assez d'oxygène dans la rivière. Et aussi un exemple très concret de famine, aujourd'hui encore à Madagascar. Donc c'était une des plus grosses famines qui est connue le pays, qui s'est déroulée en 2022 et qui est clairement due au changement climatique. Un autre exemple que vous connaissez peut-être aussi tous, c'est celui de tous ces déchets que vous verrez peut-être en détail cet après-midi si vous avez une conférence là-dessus, avec le gir de plastique qui finalement n'est qu'un gir parmi d'autres maintenant, mais celui-ci c'est celui du Pacifique. Et si pour donner un ordre de grandeur, pour peut-être mesurer l'importance en fait du déchet, c'est que ce gir de plastique représente moins de 1% de l'ensemble du plastique qu'il y a dans nos océans, puisque la grande majorité de ces plastiques est sous forme de micro et nanoplastiques au fond en fait, des océans, et donc n'est pas visible à l'œil nu. J'avance, mais un autre phénomène très important, c'est la destruction des terres arables avec de l'intrusion saline. Ici, dans l'exemple du delta du Mékong, donc l'intrusion saline, c'est le fait que l'eau de mer monte, ça s'introduit dans les sols et les rend impropres à l'exploitation pour faire pousser de la nourriture. Et enfin, une nouvelle des plus réjouissantes encore, qui est sortie en 2020, on a retrouvé des microplastiques dans le placenta de femmes enceintes.
en bonne santé. Donc voilà, jusqu'où s'introduisent en fait nos déchets et nos pollutions. Tous ces phénomènes et ces événements extrêmes en fait sont les conséquences d'une surchauffe du système Terre, de notre planète, qui est appréhendée dans la littérature scientifique de plus en plus par un cadre théorique qui est celui des limites planétaires, qui est aussi de plus en plus approprié par la société civile et qui a été défini en 2009, d'abord par une équipe de 26 chercheurs du Stockholm Resilience Center, puis actualisé en 2015 et en 2023. Alors, ce n'est pas un cadre qui débarque de nulle part, hein, puisqu'il s'inscrit dans la continuité d'abord de travaux comme les limites à la croissance ou le rapport Meadows, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou alors celui sur l'empreinte écologique, et que vous connaissez peut-être mieux avec le jour du dépassement. Vous savez, ce jour où finalement on dit qu'on a consommé l'ensemble des capacités de régénération de la planète et qui avance malheureusement d'année en année. Ce cadre est, je le trouve, très intéressant à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'il donne une vision à peu près globale en fait, une typologie de surchauffe en fait, de la planète, puisqu'il ne va pas parler seulement, par exemple, du changement climatique ou des déchets ou des problèmes d'eau, mais vraiment les rassembler. Donc il y a 9 limites planétaires qui ont été définies et qui représentent vraiment l'ensemble de cette surchauffe. L'autre point assez saillant dans ce cadre théorique, c'est sa dimension de seuil absolu. C'est-à-dire qu'on définit, en fait, dans le cadre des limites planétaires, un seuil au-delà duquel ce n'est plus soutenable, ce n'est plus tenable par rapport à si on vise la pérennité de notre habitat. Donc, quand on parle des limites planétaires, voilà, dit de manière peut-être un peu plus claire, ce sont donc les seuils que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles, 1, elle a pu se développer, à savoir l'Holocène, et 2, vivre durablement dans un écosystème sûr, sans modification brutale et imprévisible de son environnement. Comment les seuils sont définis? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de détail. Si vous avez des questions là-dessus, notez-les. J'ai pas mal d'annexes aussi, si vous avez des questions précises sur les mesures, les variables, comment est-ce qu'elles sont calculées, etc. Mais ici, en fait, l'idée à retenir, c'est qu'on définit un seuil, donc, qui est en gros de cette frontière verte, à partir duquel le risque augmente, le risque en fait de rentrer dans un état de bascule du système augmente de plus en plus. Et cette limite, elle est mesurée par des variables donc, qui sont établies par la communauté scientifique. Je vous donne juste un exemple pour illustrer. Dans le cas du changement climatique, on va mesurer à la fois le taux de concentration du CO2 dans l'atmosphère, d'une part, et d'autre part, le forçage radiatif. Et donc, on va définir des mesures, des niveaux, des seuils pour ces deux variables, en fait, à partir duquel on estime que l'on rentre dans un état qui n'est plus favorable au maintien de la vie sur Terre. Ça, c'est l'état des limites planétaires en 2024. Déjà, le dernier rapport en fait, de 2023, Richardson et al., fait état du dépassement de 6 limites planétaires sur 9. Et une mise à jour très récente du Planetary Health Check 2024 estime qu'une 7e frontière est en passe d'être dépassée, en l'occurrence l'acidification des océans. Donc voilà, il y a deux bonnes nouvelles, c'est celle sur la couche d'ozone. Donc, le trou de la couche d'ozone, je ne sais pas si pour les plus jeunes d'entre vous ça parle, mais c'était un gros sujet dans les années 90 et qui, grâce à des politiques communes, a pu être résorbé, même si on pourrait dire beaucoup de choses par rapport au pourquoi de ces politiques, etc. Si vous avez des questions là-dessus, je ne suis pas un expert, mais on pourra en discuter aussi. Et enfin, les aérosols. Donc, les aérosols qui sont ces gaz qui sont émis dans l'atmosphère, par exemple, par la combustion de gaz d'échappement, qui sont généralement très localisés et qui, eux, sont plutôt en recul d'après les mesures faites cette année. Alors, ce cadre des limites planétaires, encore une fois, je le dis, il est pour moi très intéressant parce que, déjà, il nous donne une vision globale, mais aussi définit une idée de seuil. C'est-à-dire qu'il y aurait un seuil à partir duquel
on ne pourrait plus dépasser sans remettre en question, sans créer en fait l'hypothèse de notre propre destruction ou d'inhabitabilité de la vie sur Terre. Face à ce constat, à cet état en fait, du système Terre, quelle réponse? Est-ce qu'il y a des réponses qui sont apportées? Alors oui, il y en a plein. Alors là, j'emprunte en fait cette carte des pensées écologiques qui a été faite par deux médias, Fracas et Bon Pote, qui permet en fait vraiment de voir à quel point la pensée, les pensées écologiques sont pléthoriques, très clairement, mais aussi très différentes les unes avec les autres. Entre l'écofascisme et l'écologie libertaire, finalement, il y a assez peu de points communs et de points de convergence. Donc ça, c'est juste pour illustrer qu'il y a vraiment un vrai vivier de pensée autour de la question de l'écologie, mais qui ne s'intègre pas forcément qui n'est pas compatible avec le cadre des limites planétaires. Donc là, je vous propose une première réflexion autour de, justement, qu'est-ce que serait une pensée écologique compatible avec le cadre des limites planétaires, ce que j'appelle, moi, une bifurcation écologique. Déjà, commençons par peut-être la pensée hégémonique actuelle, qui est celle du capitalisme responsable. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la pensée hégémonique actuelle, en tout cas dans les pays du Nord global, et a fortiori ici dans notre pays, la France, puisque c'est celle qui est prônée par notre État, par les gouvernements, et même par les institutions internationales. Ce capitalisme responsable, en fait, part du principe que le système capitaliste est bon. C'est un bon système. Et donc, il n'y a pas besoin d'en changer, en fait. En revanche, il est vrai, on reconnaît qu'il y a certaines externalités sociales et environnementales qui sont négatives, qui posent problème, et qui demandent donc de faire évoluer, en fait, ce système pour ne plus prôner uniquement, quelque part, la profitabilité des firmes, mais également aussi une certaine vertu sociale et environnementale. Mais sans jamais remettre en question un des principes fondateurs qui est quand même la quête de profit, la quête de croissance et la propriété privée. Donc du point de vue environnemental, ce capitalisme responsable en fait s'appuie sur l'idée de transition écologique et notamment les concepts de développement durable et de croissance verte. Alors d'où est-ce que ça vient en fait, ces concepts de développement durable et croissance verte? Développement durable, c'est pas récent, puisque ça apparaît pour la première fois dans un rapport de l'ONU, qui est le rapport Brundtland de 1987, et qui au fil des ans s'est transformé dans les discours en concept de croissance verte, donc avec une définition qui nous est donnée par l'OCDE en 2019. La croissance verte, c'est promouvoir la croissance économique et le développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels, on parle bien d'actifs naturels, continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être. Donc on voit déjà qu'en cadre d'ontologie, c'est-à-dire de perception du réel, de rapport au monde, on est dans un cadre qui est bien particulier. Et pour ce faire, donc, la croissance verte, elle doit catalyser l'investissement et l'innovation. Donc elle s'appuie sur une idée d'innovation technologique qui étaieront une croissance durable. Le principe fondateur, en fait, de cette croissance verte, c'est celui de découplage. Alors si vous avez déjà écouté Timothée Paric, pour le coup, vous êtes peut-être un petit peu au fait de ce que c'est que ce découplage. Je vais quand même en dire deux mots. Le découplage, c'est la dissociation entre, d'une part, la croissance du PIB, le PIB étant l'indicateur à partir duquel, à l'échelle des États, on mesure et on définit la croissance économique, et les pressions environnementales. J'insiste sur les pressions environnementales, c'est assez important. Le problème du capitalisme responsable, c'est que dans le monde réel, on le cherche toujours en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun exemple empirique de découplage qui existe. Il y a une méta-étude qui a été faite en 2020 à Haber-Léal, que je vous invite à regarder, qui nous explique, après avoir revu l'ensemble des publications scientifiques sur le découplage, que ça n'existe pas. Voilà, on ne le trouve pas. Alors attention, certains me diront, si, c'est pas vrai, on a déjà vu du découplage entre les émissions de CO2 et le PIB. Oui, c'est vrai. Mais je reviens à ma définition du découplage précédemment évoquée, les pressions environnementales. La question du CO2 est une de ces pressions. Si on se remet dans le cadre des limites planétaires,
il y a 9 pressions environnementales. Et donc le découplage, ce serait dissocier la croissance économique de ces 9 pressions environnementales en même temps. Et ça n'existe pas. Sachant encore une fois que Timothée Paric a beaucoup travaillé cette question des problèmes et impasses du découplage, qu'il y a énormément de références disponibles en ligne sur ses travaux, ses conférences, etc., et notamment vulgarisé à travers son livre « Ralentir ou périr », je vais passer très très vite là-dessus, et on pourra revenir si vous avez dans la séance de questions, si vous avez des questions très précises, puisque ce n'est pas l'objet principal de mon propos. Mais en gros, d'une part, il y a des problèmes, puisque en fait, on ne l'a jamais vu, et d'autre part, tout l'argumentaire qui dirait « oui, c'est vrai, on ne l'a jamais vu, mais on pourra le voir dans un futur très proche grâce à, 1, la dématérialisation de l'économie, et 2, l'innovation technologique », fait face à de nombreuses impasses qui rendent assez peu crédible en fait ce discours. Du coup, est-ce que, comme disait Margaret Thatcher, « there is no alternative ». Alors, alternative, on a vu qu'il y en avait plein dans le cadre des pensées écologiques, mais alternative qui, en fait, rentrerait dans le cadre donc, de cadre théorique des limites planétaires, à savoir une pensée en termes de seuil absolu, qui, en fait, se rapproche très clairement du principe de sobriété écologique. Eh bien oui, en fait, il y en a plein, encore une fois. Ça, je vous ai ici listé quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner une idée. Et ça, ce sont uniquement les exemples que moi j'ai pu voir à travers mon travail de thèse, en fait. Mais il y a vraiment une richesse de ces différents courants. Donc oui, il y a énormément d'alternatives qui existent, de projets de société qui s'appuient sur ce principe de sobriété écologique. Et en fait, quand on regroupe ces différentes alternatives, on se rend compte que il ne s'appuie pas uniquement sur un seul pilier, celui de sobriété écologique, mais d'autres piliers. 3 piliers fondateurs, en fait. Donc le principe de sobriété écologique, qu'on peut définir comme l'autolimitation des activités humaines, dans le respect des capacités d'absorption et de régénération des écosystèmes, défini en tant que seuil absolu. Je dis bien absolu, c'est-à-dire que sans compensation, sans dire « oui, je dépasse un peu, mais c'est pas grave, j'ai planté des arbres en Afrique du Sud, donc tout se passe bien ». Non, non. Ça n'existe pas. Seuil absolu. De transformation émancipatrice, au sens du sociologue américain Eric Olin Wright, qui définit en fait comme un projet collectif qui lutte contre toutes les oppressions humaines et qui vise à transformer le monde social. Transformer le monde social et non pas en fait juste opérer une révolution intérieure. Donc l'idée n'est pas de se changer juste soi, à travers des petits gestes ou à travers un changement d'état psychologique, de vision du monde, mais vraiment de viser à une transformation du monde social, une transformation des structures fondamentales de la société. Et enfin, un 3e pilier fondateur, qui est un focus sur les besoins authentiques. Donc, ça, c'est les travaux de Razmik Kecheyan, qui est un sociologue français, et qui, en fait, qu'est-ce que c'est que ces besoins authentiques? Alors, c'est difficile de les définir de manière normative, et en fait, ça va à contre-courant de cette pensée, mais on peut les définir en opposition aux besoins artificiels. Et ces besoins authentiques, comment est-ce qu'on les définit? On les définit collectivement et démocratiquement. C'est-à-dire que moi, typiquement, je ne vais pas pouvoir vous dire quels sont vos besoins authentiques en tant qu'être humain. C'est à vous de les définir, et de manière collective et démocratique. Sur cette base, on peut approcher une première définition que je propose de la bifurcation écologique, qu'on peut discuter. Bifurcation écologique étant un projet politique visant à transformer le monde social vers un nouveau modèle de société et qui répond à un objectif moral de lutte contre les oppressions humaines. C'est important en fait d'accepter cette dimension morale ou éthique à travers le projet de société. D'accepter que l'on est situé, que l'on poursuit en fait un certain idéal moral, en réponse à des besoins qui sont authentiques des individus et selon un principe de sobriété écologique. Maintenant qu'on est arrivé à une définition en fait de ce que c'est, selon moi en tout cas, une bifurcation écologique qui s'accorde avec le cadre théorique des limites planétaires et qui serait à la fois viable et désirable, je vais vous parler un petit peu d'un point de vue non plus macro, mais d'un point de vue micro, de ce que pourrait être en fait, ou de ce que sont des parcours de bifurcation personnelle à travers donc une enquête que j'ai menée et qui est retracé à travers le livre dont je vous ai parlé en introduction, Le courage de renoncer.
Donc moi, étant diplômé d'HEC en 2010 et me trouvant à un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions, justement par la possibilité d'opérer un changement de carrière, en fait, je me suis dit, ben, je vais essayer d'aller voir ce que font mes confrères et consoeurs, hein, qui ont finalement les mêmes privilèges que moi, sociaux, économiques, et pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils avaient, eux, opéré un changement pour aller vers ce qu'on appelle des métiers à impact, soit sociaux ou écologiques. Donc j'ai fait plus d'une centaine d'interviews avec des alumni de grandes écoles. Donc des alumni, c'est des diplômés de grandes écoles, hein, qui peuvent avoir un certain âge. J'ai interviewé des gens de 25 à 65 ans, principalement commerce d'ingénieurs et de commerce. Et c'est des entretiens qui ont été conduits entre avril 2020 et décembre 2021 avec une petite majorité de femmes. Alors, ce qui ressort de ces entretiens, déjà, pourquoi est-ce qu'ils bifurquent? En fait, ils bifurquent pas, tout simplement parce qu'ils ont un déclic un jour où ils ont juste vu une conférence de Jean-Marc Jancovici et ils se disent « Waouh, là, ça y est, je quitte Total et je vais m'installer sur la ZAD ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça, bien évidemment. C'est vraiment une accumulation de déclics avec des personnes qui en fait, un petit peu, j'aime bien la métaphore de l'eau qui bout, en fait, Assayag, si je ne dis pas de bêtises, qui dit que voilà, la transformation s'opère de manière presque invisible à travers la température de l'eau qui monte et qu'elle n'est visible qu'à partir de 100 degrés où là, l'eau bout, alors qu'à 99 degrés, elle n'était pas encore en train de bouillir. Donc c'est vraiment cette accumulation-là. Ce qui est assez saillant aussi, c'est que ce sont des personnes qui ont une relation désenchantée au travail, soit à travers un ennui, ce qui est appelé un peu le bore-out, si on veut faire un peu Startup Nation, ou la crise de sens, donc le burn-out, pareil, et qui du coup sont dans une position où ce ne sont pas des gens qui sont particulièrement passionnés en fait par leur activité professionnelle, ou en tout cas désenchantés par elle. Ils ont une connaissance accrue des enjeux écologiques, ça compte quand même, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont quand même en partie au courant de l'état du monde. Ils sont face à un manque de perspective pour eux ou pour leurs enfants, une difficulté à se projeter dans le futur. Et enfin, sur le passage à l'acte, ça c'est quelque chose qui moi m'avait beaucoup étonné lors de l'enquête, c'est que le déclencheur est souvent un événement brutal, que ce soit un accident ou un burn-out. Donc c'est qu'il y a vraiment une dimension, il faut se prendre le mur avant d'opérer réellement un changement. Si on regarde les trajectoires de bifurcation, on se rend compte qu'en fait, il y a une partie, donc quels sont les métiers qu'ils faisaient avant, quels sont les métiers qu'ils font après. Je vous donne quelques exemples qui illustrent bien. Donc on avait des gens qui travaillaient dans des startups tech, la pub, la finance, le lobbying, l'industrie automobile, l'aéronautique ou le luxe, et qui ensuite, en fait, vont sur une variété assez large hein, de métiers qu'on peut considérer vertueux ou non d'ailleurs, comme les startups à impact, la finance verte, mais jusqu'au maraîchage, le compostage, et beaucoup aussi coaching, beaucoup de travail indépendant ou le slashing, je ne sais pas si vous savez, c'est le fait en fait d'opérer de manière volontaire différentes activités professionnelles, par exemple animer des fresques du climat, faire des cours de yoga, et à côté aussi dispenser des conférences à Sciences Po, par exemple. Sur ces leviers de bifurcation, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, moi j'ai commencé par le prisme de l'activité professionnelle, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont opéré un changement de trajectoire professionnelle, mais on se rend compte que en fait, ce ne sont pas qu'il y a un ensemble beaucoup plus large de changements dans leur mode de vie, présent ou absent pour opérer ce qu'on pourrait appeler une bifurcation complète à l'échelle de l'individu. Donc ça, c'est dans les pratiques de consommation. Donc pratiques de consommation, par exemple, les gens qui ont arrêté de prendre l'avion, qui n'ont plus de voiture, qui arrêtent de manger de la viande ou diminuent de manger de la viande, etc. Dans leur épargne, c'est-à-dire que, par exemple, ils décident de quitter la BNP, la Société Générale, le LCL, pour aller mettre leur épargne à la NEF ou au Crédit Coopératif. Donc l'activité professionnelle, on en a parlé un petit peu avant, et qui sont investis dans du militantisme, militantisme pouvant se faire à différents degrés, entre animer un atelier d'automne fresque du climat ou prendre part à des actions de démantèlement avec les soulèvements de la terre, par exemple.
Ce qui ressort aussi beaucoup de l'enquête, c'est qu'il y a des freins à une bifurcation radicale. Qu'est-ce que j'appelle une bifurcation radicale? C'est une bifurcation qui se voudrait compatible avec la définition de bifurcation écologique au niveau macro que j'ai donné précédemment. Ces freins, ils sont à la fois financiers, culturels et sociaux. Donc je vais commencer par les freins qui, selon moi, sont les plus faibles pour aller vers les freins les plus forts. Donc les freins financiers, pour les étudiants, ça va être la dette étudiante. Par exemple, alors c'est pas le cas quand on fait une école d'ingénieur public ou qu'on est à l'université, mais dans une école de commerce qui coûte par exemple 15 à 20 000 euros par an, pour les étudiants qui font 3 ou 4 années là-dessus, ça commence à devenir un petit peu compliqué de choisir son métier à la sortie. Ça peut être aussi un emprunt immobilier pour ceux qui sont un peu plus âgés, sachant que ce sont des gens qui vivent plutôt en fait dans des centres urbains, donc avec un prix au mètre carré qui est assez élevé et qui du coup s'endettent assez fortement, par exemple sur des appartements achetés à Paris autour de 1 million d'euros. Hein, c'est quelque chose d'assez commun. 1 million d'euros, les remboursements, les mensualités de remboursement par mois, elles sont autour de quoi? 3, 4, 5, 6 000 euros par mois. Donc effectivement, ce n'est pas en travaillant chez Emmaüs que l'on va pouvoir rembourser en fait, hein, cet emprunt immobilier, mais plutôt en travaillant chez McKinsey ou chez Goldman Sachs. Et puis c'est aussi des habitudes de consommation ou des styles de vie en fait, qui sont des freins financiers. Par exemple, quand depuis 20 ans, on fait 4 séjours au ski par saison à Val d'Isère avec tous ses copains, ça devient un petit peu compliqué, encore une fois, de continuer à faire cela quand on travaille chez Emmaüs. Alors dans mon discours, hein, je ne les plains absolument pas, hein, juste j'essaie d'établir des faits que j'ai repérés sur les freins. Hein. Je ne dis pas les pauvres, ils ne peuvent plus aller à Val d'Isère, très, très loin de moi, hein, ce discours. Ensuite, il y a des freins qui sont plutôt culturels, que dans le livre j'avais appelé des freins idéologiques, qui sont vraiment de l'ordre de la pensée dominante au sein de ce groupe d'alumni, autour de la méritocratie, de l'idée de progrès technique, hein, on pourrait même appeler technosolutionnisme, du libéralisme, mais aussi un certain darwinisme social en fait, hein, parfois, de l'étatisme ou de la confiance, on va dire, dans l'État, ou d'un caractère évolutionniste, une lecture évolutionniste de l'histoire. Bon, il y a tout un tas en fait de freins culturels, d'idées, de croyances dans lesquelles ils baignent et dont il est très très difficile de sortir. Et enfin, peut-être les freins les plus forts, selon moi, sont les freins sociaux, puisque finalement, ces individus, tout comme tout individu, se définissent par un ensemble de liens de sociabilité et qu'il est difficile de briser, recréer, en fait, ou qu'il est difficile de transgresser pour opérer un changement de mode de vie. Une peur du changement, une vie dans un entre-soi, mais tout un tas d'habitudes culturelles et de goût et d'envie. C'est-à-dire que on sait très bien, en fait, quel métier, par exemple, serait plus vertueux. Enfin, il n'y a pas besoin de se creuser la tête très très longtemps. C'est inutile d'inventer une pseudo-nouvelle néobanque de finances vertes en nous disant « Ah, ça va être génial, on va réinventer le modèle de la finance ». Non. Par exemple, infirmier, aide à domicile, enfin, tous les métiers du care, enseignants, tout ça sont des métiers vertueux. Mais sauf qu'ils ne sont pas valorisés, en tout cas pour ces personnes-là. Ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas le goût et le désir d'y aller, tout simplement. Donc il y a vraiment, en fait, ces freins sont très prégnants par rapport à une bifurcation vraiment radicale, sans parler de la pression au travail, familiale, ou alors d'une inadéquation dans le couple. Une des choses que j'avais remarqué sur les personnes que j'ai interviewées, c'est-à-dire que si au sein du couple, il n'y a pas une adéquation, enfin un accord pour opérer la bifurcation, si les deux personnes ne sont pas au même niveau, il n'y a pas de changement en fait. Donc ou alors il y a rupture, mais ça voilà, en tout cas, il n'y a pas de changement qui soit fait dans un cadre où on n'est pas en accord ou tout au moins assez arrêté sur le sujet. Donc les enseignements que j'ai pu en tirer, c'est déjà il y a peu d'alumni qui bifurquent. Hein. On avait beaucoup médiatisé la question de la bifurcation, de la désertion. Dans la réalité, c'est une poignée d'étudiants chaque année ou quelques alumni qui bifurquent sur les promotions. C'est ridicule, hein, vraiment le nombre de personnes qui réellement bifurquent. Ces bifurcations, en tout cas quand on regarde les alumni de grandes écoles, elles sont assez peu radicales. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit,
va plutôt se vanter d'aller dans une nouvelle néobanque ou d'opérer par exemple travailler presque sur des véhicules électriques ou une nouvelle, un nouveau modèle, par exemple, de voilier qui permettrait de réduire telle ou telle consommation. Bon, des choses qui se veulent quand même un peu grandioses et qui sont assez peu radicales. Freins sociaux et culturels assez difficiles à dépasser. L'autre chose amusante, on nous a dit il faut une adéquation dans le couple, c'est qu'il y a quand même des bifurcations radicales qui s'opèrent, mais qui sont soutenues par l'autre membre. Alors j'avais surtout vu ça dans le cadre où, par exemple, le cas d'une femme que j'avais interviewée, qui elle avait quitté son emploi très bien rémunéré pour faire de la distribution en circuit court, mais finalement son mari lui restait en poste en finance et permettait en fait de garder un certain confort matériel au sein du couple. Et ça, je l'ai vu de nombreuses fois en fait dans les bifurcations. Et la question qui se pose, c'est après, est-ce qu'il y a une bifurcation totale des deux membres ou pas? Ça, j'ai pas fait le suivi pour vous répondre, mais c'était assez amusant de le voir. Et après, quand je regardais les bifurcations radicales, hein, donc par exemple les gens qui se sont installés en maraîchage, les gens qui ont décidé de diviser par 5 ou 10 pour effectivement aller travailler dans des secteurs plutôt de l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est des gens qui ont pris vraiment beaucoup de recul, qui sont sortis de leur cadre de vie habituel généralement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un déplacement géographique, et surtout pour les Parisiens, hein, je suis parisien, j'ai vécu 20 ans à Paris, sans sortie en fait de ce milieu, de vraiment ce microcosme, c'était très très difficile d'opérer une réelle bifurcation. Et enfin, une déconstruction des croyances personnelles qui n'est jamais terminée en fait, hein. Donc c'est-à-dire un travail constant de réflexivité sur soi. Après cet exemple de bifurcation personnelle, aboutie ou non hein, d'ailleurs, radicale ou non, en phase avec la définition qu'on a donnée ou pas de bifurcation écologique, je vous propose d'interroger donc une nouvelle échelle, celle plutôt méso du coup, donc on est passé de macro à micro et maintenant à méso, qui est celle des organisations, des entreprises. Avec une première question, les entreprises bifurquent-elles? Quand j'entends les entreprises bifurquent-elles, c'est les entreprises bifurquent-elles dans un cadre qui est celui de la bifurcation écologique que, encore une fois, j'ai défini précédemment. Donc selon déjà au moins un principe, celui de sobriété écologique. Bon, la réponse est catégoriquement non. Alors je sais que ça ne fait pas très chercheur d'être un peu péremptoire comme ça, non mais quand même, etc. Mais en vrai, non, elle ne bifurque pas. Elle ne bifurque pas et on va voir que ce n'est pas tellement de leur faute en réalité. Alors qu'est-ce que j'appelle bifurquer? C'est-à-dire que c'est une entreprise qui existe, qui est du business as usual, qui irait vers en fait un modèle organisationnel qui se rapprocherait de celui de la bifurcation écologique. Pourquoi qu'est-ce qu'on retrouve comme cas en fait d'entreprises qui disent dans leur discours ou qui souvent rentrent dans le cadre de ce que d'autres chercheurs ou élus peuvent associer à une question de la bifurcation? Déjà, c'est le greenwashing. Ça, vous comprenez bien le greenwashing. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie au très bon livre de la Técopole qui s'appelle Greenwashing, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans maintenant, et qui revient justement sur la définition, avec tout un collectif de chercheurs et de journalistes qui a travaillé sur le sujet. Le greenwashing, je vous donne juste un exemple représentatif, c'est Air France qui dit eh bien maintenant dans les avions, vous n'aurez plus de couverts en plastique, mais vous aurez des couverts en bois. Bien évidemment, le gros problème chez Air France, ce sont les couverts en plastique. C'est une logique implacable. Donc là, on est vraiment dans l'étape numéro 1 du greenwashing et qui cache, enfin, bifurcation, qui ne cache pas la bifurcation. La deuxième, c'est que en fait, les entreprises ne vont pas mettre en place, vont mettre en place en fait des politiques ou des principes de production autour qu'on pourrait qualifier d'écologiques, mais qui sont liés à l'efficacité et non pas à la sobriété. Donc c'est par exemple l'industrie automobile qui va rendre les moteurs de plus en plus efficaces. Donc c'est vrai, les moteurs consomment moins de litres au 100, par exemple, qu'il y a 20-30 ans. Sauf que
Vu qu'ils vendent beaucoup plus de voitures, ça ne change rien au problème. Et enfin, le dernier, qui est peut-être ce que certains pourraient, me critiquer en disant non, mais c'est pas vrai, les modèles de sobriété écologique existent au sein d'entreprises. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Par exemple, Decathlon propose de la réparation et aussi de la vente de produits qui sont déjà usagés, donc de seconde main, sauf que ça représente absolument rien au niveau de leur chiffre d'affaires et de leur business model, et que ça vient en addition, c'est-à-dire en juxtaposition de leur modèle principal, qui est la vente volumique de neuf, et non pas en substitution. Donc c'est vrai qu'il y a en fait certains pans de business qui sont créés et qui rentrent en fait dans des principes de production et de consommation de type sobriété écologique, mais qui sont toujours en addition et jamais en substitution. Et ça fait 5 ans que je regarde, j'en ai pas trouvé un. Pas un. Et ça s'explique en fait par des freins en fait, à la bifurcation écologique qui sont très forts, qui ont été typologisés, enfin on peut en faire une typologie de cette manière, avec les habitudes et comportements des consommateurs. Donc par exemple, les consommateurs ne vont pas forcément comprendre l'offre soutenable qui est proposée par l'entreprise, le fait qu'il y ait énormément de greenwashing qui soit fait par la plupart des business et des institutions, qui fait que ça perd encore le consommateur. Comment savoir réellement ce qui est sobre, écologique, vertueux et ce qui ne l'est pas. Je vous renvoie par exemple à tout ce qui s'est passé autour de l'impact score ou des étiquettes sur les produits qui sont tout à fait, tous les labels qui sont assez trompeurs. Le fait qu'il n'y ait pas de soutien au niveau des lois, des normes, le fait qu'il y ait énormément d'effets rebonds, et que parfois les effets de soutenabilité, enfin de sobriété écologique mis en place sont même contre-productifs. Par exemple, il y a des études qui ont été faites avec des entreprises qui à l'origine opèrent des voitures de location et qui disent on va se diversifier et créer un modèle autour du vélo, par exemple, et donc de l'abonnement pour l'usage du vélo, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, l'usage du vélo ne vient pas remplacer l'usage de la voiture, mais vient remplacer l'usage de la marche à pied ou des transports en commun. Voilà, donc, est-ce qu'on y a vraiment gagné? Pas vraiment. Après, au niveau culturel, ça c'est beaucoup la recherche sur la décroissance qui travaille là-dessus et qui en fait explique qu'il y a un besoin de changement de valeur en fait, très fort pour rendre la question de la sobriété désirable. Et que en fait, ce désir n'existe pas culturellement aujourd'hui. On est toujours dans un désir de plus, de croissance, et que ça, c'est un frein qui est très fort, à la fois au sein des organisations et en dehors. Même le désir des employés, par exemple, moi j'ai fait des études de cas, où avant même, donc des études de cas d'entreprise qui sont portées pour opérer une bifurcation radicale, mais avant même de se confronter à la problématique, on va dire, de la viabilité économique du business model, la bifurcation est rendue impossible parce qu'au sein de l'entreprise, ça crée des conflits énormes. C'est parce que les gens, tout simplement, ont été recrutés pour opérer une activité, un métier, et ils n'ont pas envie d'en changer. Ils sont très heureux comme ça. Ils n'ont pas du tout envie, donc même quand elle est portée avec des moyens et des envies dans une société, dans une organisation très hiérarchique. C'est très difficile. Ensuite, au niveau du système économique, alors bon, ça, j'imagine que vous vous en rendez compte, hein, mais c'est toute l'idée de la compétition internationale et de la quête de croissance perpétuelle et de profit en fait, des entreprises qui font que lorsqu'on essaye de faire différemment, généralement, on fait banqueroute, tout simplement. Surtout quand on est dans une position particulière sur un marché et qu'on essaye d'infléchir cette position, puisque en fait, on n'est plus attractif pour les investisseurs. Le business volumique et de masse production sur lequel on est établi, donc tous les investissements en infrastructure, en capital qui ont été posés, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a personne qui va nous rembourser, nous aider par rapport à ça. Et puis même la profitabilité des pratiques liées à la sobriété écologique au sein des entreprises est un gros point d'interrogation, en tout cas dans la littérature. Il y a très très peu d'études de cas, en dehors de quelques niches, par exemple, où on trouve des pratiques qui sont réellement viables et pérennes en fait, économiquement. Enfin, tout le système politique hein, donc qui est basé sur des régulations et des normes qui donnent vraiment la prime au vice hein, et qui ne sont pas du tout en faveur des pratiques de sobriété écologique
Et enfin, les structures même des organisations, à travers des organisations qui soit sont de large taille, qui ont une chaîne de valeur complètement internationale, qui sont possédées par un actionnariat déconnecté du travail opérationnel, sont en fait autant de freins à une bifurcation radicale de la part de ces organisations. Alors du coup, peut-être une question, quels seraient des modèles organisationnels qui pourraient en fait être compatibles avec cette idée de bifurcation écologique? Ça, c'est mon travail de thèse qui est en cours. Donc voilà, là, je vous donne un petit peu l'état d'avancement de ces travaux. Ce que j'ai repéré, moi j'ai fait une revue de littérature qu'on appelle systématique, c'est-à-dire que j'ai revu en fait tous les travaux publiés en anglais depuis les années 70 sur la question de sobriété écologique et modèle d'entreprise, modèle d'organisation. Et je les ai analysés pour voir en fait qu'est-ce qu'il en ressort, c'est quoi les grands thèmes, c'est quoi les grands attributs de ces modèles organisationnels. Alors moi, je vous présente quelques thèmes. Déjà, en fait, le premier, peut-être, qui est le principal, c'est celui des objectifs de l'organisation. En fait, pour être compatible avec une bifurcation écologique, pour se revendiquer du cadre des limites planétaires, il faudrait avoir des attributs tels que encourager le bien-être sociétal, produire ce qui est nécessaire et suffisant pour une bonne vie, et apporter des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux. On voit que déjà, on est complètement en décalage avec les objectifs de l'immense majorité des organisations qui existent. Et je ne parle pas uniquement des entreprises. Ensuite, il y a une relation au profit qui est très différente de celle d'une entreprise capitaliste classique, à travers en fait le profit vu comme un moyen et non comme une fin, de manière même plus radicale dans la littérature sur la décroissance, avec vraiment la déviation du profit, c'est-à-dire que le profit, en fait, on s'en cogne, quoi. C'est vraiment, on le regarde même pas. Une relation à la croissance, avec une croissance qui est vue comme modérée et temporaire. Alors ça, c'est intéressant, parce que souvent, par exemple, notamment quand on parle de décroissance, on se dit, ah bah, il faut absolument que ça décroisse, en fait, mais comment est-ce qu'on fait une organisation qui décroît? Non, ça, c'est le courant de pensée, c'est la décroissance, mais à l'échelle des business, en fait, ceux qui doivent décroître, c'est Total, Engie, Fabre, tous ces gens-là, pas en fait des business ou des activités qui se voudraient vertueuses, c'est-à-dire qui rentrent dans le cadre de la bifurcation écologique. Donc par exemple, si vous êtes une foncière citoyenne qui rachetait des terres à l'agro-industrie pour installer des paysans en polyculture élevage en agroécologie, il n'y a pas de problème pour croître en fait, hein, voilà, ça s'accorde tout à fait. Ensuite, c'est les deux piliers fondamentaux, on va dire que c'est les pratiques de production sobres et les pratiques de consommation sobres. Donc par exemple, concevoir pour la longévité, la durée de vie, la qualité du produit et sa sobriété dans la phase d'utilisation. Mais aussi la réutilisation, la sensibilisation, la promotion de circuits courts, le soutien à l'autosuffisance, etc. Bon, je passe très très vite là-dessus, désolé, mais pareil, si vous avez des questions plus précises, on y revient juste après. Et un autre point assez intéressant, c'est-à-dire que ces modèles organisationnels se positionnent comme étant situés. C'est-à-dire qu'ils acceptent le fait qu'il n'y a pas de neutralité. Hein, ils vont complètement à contre-courant de cette doxa capitaliste, hein, qui voudrait dire que, attendez, il faut être neutre, on est une entreprise, on ne fait pas de politique, bien sûr. Hein, donc je ne sais plus combien de lobbyistes à Bruxelles pour les industries, mais eux ne font pas de politique. Hein. C'est-à-dire que toute tentative de régulation par les normes est empêchée par ces lobbies, mais une entreprise est neutre politiquement, bien évidemment. Donc non, ces modèles acceptent en fait les dimensions politiques très fortes et demandent à s'engager à la fois en lobbying, mais aussi à travers les mouvements sociaux. Et enfin, sur la gouvernance, pour ceux qui abordent la question, et c'est surtout le courant de la décroissance, c'est une gouvernance qui se veut à la fois démocratique et avec des modes de propriété alternatifs. Alors tout cela peut paraître bien théorique et un peu déconnecté, donc je me suis dit que j'allais finir cette intervention en vous parlant d'organisations qui existent très concrètement, parfois même très près d'ici, et qui peuvent illustrer justement ce que seraient des modèles organisationnels qui s'inscrivent dans un projet de bifurcation écologique à l'échelle de la société. Alors pareil, je vais pas m'attarder sur toutes, mais voilà, c'est pour vous donner quelques idées. Alors je ne sais pas si vous connaissez SailCop, mais SailCop c'est une coopérative qui s'est créée il y a 3 ans maintenant
et qui propose en fait du transport pour des individus sur des bateaux à voile. Donc aujourd'hui, vous pouvez relier Toulon et Marseille avec la Corse à travers en fait un bateau à voile pour ne pas utiliser soit l'avion ou des bateaux qui utilisent du gasoil. Sailcoop est en train de travailler aussi sur des transatlantiques, c'est-à-dire que l'on pourra partir de France pour rejoindre les Antilles en bateau à voile. C'est un trajet de 2 ou 3 semaines, mais qui permet donc de relier le continent américain avec de manière, on va dire, plus vertueuse écologiquement que celui d'un vol en avion. Un autre projet que je trouve très intéressant, qui est celui de l'Atelier Paysan, qui est une coopérative d'autoconstruction. Donc l'Atelier Paysan qui part du principe qu'il faut se réapproprier ces outils et façonner ces outils en tant que paysan par rapport à ses besoins, et que ça ne peut pas être des experts ou des industries qui définissent les outils que l'on doit utiliser, et du coup qui dispensent énormément de formation aussi autour de la question de l'autoconstruction. Référence à un média qui s'appelle Fracas, qui est très récent, puisque le premier numéro est sorti en septembre, mais qui, lui, s'est posé en coopérative, donc qui fonctionne sous forme de coopérative, je crois qu'ils sont sous forme SIC précisément, et qui aussi ne fait pas de publicité, ne fonctionne que grâce aux abonnements de ses lecteurs. Un autre exemple autour du compostage, alors qui n'a pas de gouvernance démocratique, qui est sous une forme entreprise capitaliste, mais qui fait quand même partie de l'ESS, puisqu'ils ont le label ESUS, qui est un label qui a été dispensé pour les entreprises capitalistes pour rentrer dans le secteur de l'ESS avec la loi Hamon de 2014, et qui, pour le coup, définit des normes assez restrictives pour ces entreprises, à savoir un plafonnement des salaires, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un différentiel, c'est un différentiel de 1 à 7 entre le salaire minimum et le salaire maximum qui est dans l'association, et la nécessité aussi de reverser 50% des profits à l'intérieur de l'entreprise, et donc de ne pas pouvoir reverser sous forme de dividendes aux actionnaires l'ensemble des profits qui sont opérés. Un autre exemple que je trouve aussi particulièrement intéressant, qui est celui des hameaux légers. Les hameaux légers, c'est une association qui aide des collectifs à s'installer en habitat léger. Donc en habitat léger, c'est des habitats qui n'ont pas d'emprise au sol infinie, c'est-à-dire que c'est des habitats qui permettent en fait de redonner sa vie à la terre si on décide de l'enlever. Donc qui ne bétonisent pas le sol, pour être très concret. Un autre exemple, c'est celui de la coopérative Nous à vous, qui est une coopérative d'éleveurs laitiers qui en fait se sont regroupés pour limiter leur capacité productive. Ils ont un modèle qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient vraiment au bord de la faillite, qui est vraiment dans une grande précarité économique, et qui du coup se sont regroupés sous forme de coopérative pour se dire on va limiter la production en volume de notre lait pour le vendre, et à travers des filières en fait, de distribution qu'on pourrait considérer absolument pas vertueuses, puisqu'ils vendent chez Leclerc, Casino, Carrefour, je crois, etc. Mais ils arrivent à vendre en fait, au même prix que la concurrence, à travers en fait, un contrôle de leur volume de production. Et eux, leur grand projet, c'était comment est-ce qu'on peut donner un salaire décent aux éleveurs qui, lorsque j'ai fait cette interview avec Fabrice Egron, me disait que eux gagnaient autour des éleveurs, en moyenne éleveurs laitiers, autour de 500, peut-être jusqu'à 800 euros par mois, de manière générale. Donc c'est des gens qui sont quand même dans une précarité énorme. Et que là, à travers ce système, ils arrivaient à se payer 1800 euros par mois. Ce qui fait quand même une différence énorme, de l'ordre de 1 à 5 à 1 à 3 par rapport à ce qu'ils gagnaient avant. Un autre exemple que je trouve assez intéressant, alors pareil, c'est pas une coopérative, mais il est néanmoins intéressant sur la question de la sobriété écologique, c'est Monsieur Marguerite. Monsieur Marguerite, c'est une entreprise en fait, qui s'est attaquée à un des problèmes peut-être les plus méconnus, même si on ne pourrait pas appeler ça un grand problème de société, mais qui est celui des fleurs. Dites-vous que toutes les fleurs que vous achetez chez le fleuriste ne viennent pas de France, elles viennent de l'étranger. Et elles viennent de l'étranger et elles viennent pour la plupart en avion depuis un grand hub qui est Amsterdam. Et elles sont élevées sous serre chauffée, par exemple au Vietnam ou dans tout un tas d'autres pays du monde. Et même si donc, vous l'achetez à votre petit fleuriste du coin, ce sont
en avion. Et du coup, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut changer ça. Et eux ont créé en fait un modèle où ils élèvent des fleurs de plein champ, de saison, et en France. Et du coup, vendent ces fleurs. Donc, c'est un modèle qui est lié à une activité numérique. Donc, il y aura plein de choses à redire, mais qui est même néanmoins intéressant, en fait, par rapport à voilà, un problème qui pourrait être défini comme mineur, mais quand même assez quotidien dans nos vies, en fait. Hein. Un autre exemple, bon, je vais passer vite, celui de Village Vivant, vous irez voir, qui est une foncière citoyenne qui essaie de pérenniser les activités économiques dans les villages en rachetant de l'immobilier. Ou alors l'Aine Paysanne, très proche de chez nous, hein, ils sont à Saverdun. C'est une coopérative sous forme SIC qui s'est créée pour, en fait, qui fait des vêtements de bonne qualité et qui se veulent très pérennes dans le temps, en laine, et en laine en fait de moutons ariégeois, d'une race endémique de moutons ariégeois, et qui du coup rachètent la laine aux éleveurs du coin, sachant que la laine ne vaut absolument rien aujourd'hui, et qui du coup les rachètent au-delà du prix du marché pour permettre aussi à ces éleveurs d'avoir en fait d'autres revenus à côté, et qui produit ces vêtements. Et enfin, une autre que je trouve assez intéressante qui s'appelle Grand Sail. Grand Sail, alors pareil, on est sur le transport vélique à voilier, eux qui sont en Bretagne, du côté de Morlaix, mais qui ont des terres agricoles qui sont cultivées en agroécologie dans les Antilles, et qui en fait cultivent du café et du chocolat, et qui vont en fait, qui partent de Bretagne, qui vont jusqu'à New York, donc en traversant l'Atlantique. Quand ils partent, ils sont chargés de vins français. Ils vont distribuer à New York, et ensuite ils descendent les côtes américaines jusque dans les Antilles pour prendre la production de café et chocolat de leur ferme et remonter jusqu'en France, où là les produits sont transformés en Bretagne avant d'être vendus en France. Voilà, c'est pareil, je ne crois pas que ce soit une coopérative, Grand Sail, donc encore une fois, aucun modèle n'est parfait, mais des choses qui, je trouve, sont assez innovantes, assez intéressantes de par leur fonctionnement. Et bon, il y en aurait d'autres. Là, il y a La Charrette sur la distribution de circuits courts sur terrain de haute montagne en Haute-Savoie, et une entreprise qui s'appelle Télécope, qui est un fournisseur de téléphonie mobile qui met une limite en fait à la data qui peut être utilisée. Et j'arrête là, je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors la première question est toujours difficile. Merci déjà pour la conférence. Vous avez dit que vous avez lancé plusieurs startups, c'est ça, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai une question plutôt sur ce côté pour les petites entreprises, parce qu'on ne va pas se mentir, pour qu'une entreprise qui fonctionne, il faut qu'elle soit rentable, qu'elle se fasse de l'argent. Et du coup, selon vous, comment une startup peut à la fois fonctionner, se développer et aussi avoir un respect environnemental? Merci. Je réponds tout de suite du coup. Ouais, c'est une très bonne question. J'ai pas de réponse complètement arrêtée, mais en fait, je ne pense pas que ce soit possible. Moi, les startups que j'ai faites étaient très très peu vertueuses. Hein. J'ai passé 10 ans dans ce qu'on appelle la tech, donc la publicité en ligne, qui est un marché de fraude complètement dingue. Faudrait vraiment écrire un peu là-dessus aussi, parce que c'est quand même assez dingue. Donc rien de vertueux. En revanche, quand on regarde, donc j'ai remis le slide là, les modèles organisationnels qui se rapprocheraient en fait de la question de la bifurcation écologique ou d'une certaine vertu de sobriété, au niveau de la start-up, étant donné que en fait, la start-up est vraiment un véhicule pensé pour l'hypercroissance à court terme et la maximisation des profits, je ne vois pas comment est-ce que ça peut rentrer en fait dans ce cadre.
Et après, par rapport à ce que tu dis, au niveau de la rentabilité économique, ça c'est un point que j'essaie de creuser dans la thèse, qui est particulièrement problématique, puisque c'est comment penser des modèles alternatifs dans un système capitaliste où tout est fait pour que cette alternative en fait ne puisse pas fonctionner. Et notamment cette question en fait de la viabilité avec la rentabilité économique, pour moi c'est une impasse. C'est vraiment une impasse, et du coup quelque chose que j'essaie de creuser, c'est comment penser la viabilité d'une organisation en dehors de la rentabilité économique. Et donc c'est pour ça que je parle d'organisation et pas d'entreprise, parce que je pense qu'en partie, de manière assez fondamentale, le statut d'entreprise qui oblige à la rentabilité économique n'est pas en fait un statut adéquat pour penser les modèles d'organisation qui seraient vertueux d'un point de vue des limites planétaires. Juste en tac au tac, du coup, comment le profit est considéré comme un moyen et pas une fin? La frontière est assez fine. Est-ce que vous avez pu le voir dans vos entretiens ou l'observation de terrain? Pas évident cette question du moyen. Non, alors c'est dans mes recherches actuelles là, sur les études de cas, en fait c'est même plus problématique que ça, hein, parce que donc là on est sur un cadre qui est défini de manière théorique, hein, académique. C'est que moi j'étudie à la fois des entreprises capitalistes et des entreprises non capitalistes. Et du coup dans les entreprises capitalistes, en fait il y a presque en fait une volonté de montrer que l'alternative est possible tout en étant rentable économiquement. Donc, alors je trouve ça magnifique, je pense que c'est vraiment l'erreur 404 au niveau du cerveau des porteurs de projets, quelque part, c'est on veut du non-capitaliste, mais selon des indicateurs capitalistes et de manière non conscientisée. Bon, c'est en fait vraiment, je pense, une impasse il peut y avoir quelques modèles comme ça, il y a des niches, hein. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Loom, qui est une entreprise qui fait des vêtements, qui prône la décroissance, voire la post-croissance. Eux, ils sont une dizaine aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas grossir, ils ne veulent pas faire plus de chiffre d'affaires, etc. Mais Loom s'appuie en partie en fait, sur une niche, c'est-à-dire qu'ils servent des consommateurs qui sont vraisemblablement des gens qui ont certains moyens, qui de manière générale sont très connectés, puisqu'ils vendent en ligne principalement, ou ils ont une boutique à Paris dans le Marais, et qui ont certains moyens. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui, encore une fois, ne travaillent pas chez Emmaüs, ou qui ne sont pas éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs spécialisés. Ou voilà, Donc si on regarde un second degré, en fait, le modèle ne boucle pas. Merci. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont on pourrait rendre désirable la sobriété? Ouais, honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est pas quelque chose que j'ai énormément regardé. Ouais, en tout, moi, je me suis, enfin, pour les individus, je me suis vraiment concentré sur les alumni de grandes écoles. Donc c'est très difficile pour moi de parler d'une manière générale. Mais en tout cas, pour ces individus-là, si on arrive à en faire un tout cohérent, ce qui n'est pas vraiment le cas en plus, je ne vois pas vraiment comment est-ce que c'est possible de rendre ça souhaitable, hein, à part vraiment à une minorité qui se radicalise, entre guillemets. Mais c'est très, 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 très loin de leur imaginaire, de leur désir et de ce qu'ils regardent. Mais vous-même, vous avez bifurqué. Oui, on est quelques-uns. Quel a été le déclencheur? C'est un peu comme les gamins issus de ZEP dans les grandes écoles, quoi. Mais regardez, il y en a qui le font. On peut, ça marche. En fait, c'est une mini-minorité, mais qui n'est absolument pas représentative et qui est assez vraiment, vraiment singulière. Ouais. Et par ailleurs, pardon, pour finir là-dessus, je ne l'ai pas fait, mais ça mériterait une enquête un peu plus profonde sur l'origine sociale et les valeurs profondes de ces personnes. Puisque une chose que j'ai notée a posteriori après l'écriture du livre, quand même,
c'est que ces personnes qui ont opéré une bifurcation, même s'ils étaient passés par la phase grande école ou alumni, ce sont quand même des personnes qui n'étaient pas forcément issues des grandes familles, d'univers très capitalistes, etc. Et qui partageaient en fait quand même des valeurs assez fortes de social, d'égalité, etc. Et ce qui n'est pas forcément représentatif d'une partie enfin, la majorité des alumni qu'on peut retrouver dans ces écoles. Bonjour, je voudrais savoir, selon vous, quel était le rôle de la loi ou du vote citoyen pour influencer les bifurcations chez les élites, on va dire. Est-ce que tu peux repréciser dans le sens où c'est-à-dire comment est-ce que la loi pourrait contraindre les entreprises, par exemple, pour inciter les bifurcations dans les comportements, ou alors c'est vraiment quelque chose qui doit passer par la consommation et les consommateurs? Alors, je pense que ça ne doit absolument pas passer uniquement par les consommateurs et par la consommation. Ça, c'est vraiment le discours du capitalisme en disant, mais attendez, les consommateurs choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas du bio, c'est parce qu'ils n'en veulent pas. Nous, on ne fait que servir ce qu'ils souhaitent. Ah, et c'est bon, non, bien évidemment, c'est l'offre qui crée la demande et non pas la demande qui serait responsable de l'offre qui se crée a posteriori. Voilà, c'est absolument pas. Sur la question de comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des politiques à l'échelle d'un État qui favorise ce genre de comportement, il y a le très bon livre de Bruno Villalba qui s'appelle Politique de sobriété, qui revient vraiment là-dessus. Et en gros, il y a 3 leviers d'action qu'il mobilise. Le premier, bon, c'est celui qui est partagé, on va dire, avec les tenants du capitalisme responsable, c'est la taxe. Donc, par exemple, ce que vient de faire le gouvernement Barnier de manière complètement inattendue, à savoir une taxe sur l'aviation pour financer le budget de l'État, bon, bah, ça va effectivement plutôt dans le bon sens. Et après, ce sont des mesures qui sont plutôt de l'ordre, alors j'ai plus les termes en tête, je suis désolé, mais d'une définition de quota, en fait, ou tout simplement et de rationnement. Voilà, c'est quota, rationnement et taxe. Un peu les trois leviers qui permettraient d'arriver vers des politiques favorisant la sobriété à l'échelle de la société et de manière juste. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aimerais en savoir un peu plus sur les gouvernances alternatives. On connaît les associations et coopératives. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connues, mais tout aussi pertinents pour justifier une nouvelle organisation? Oui, et je vais un peu botter en touche, je suis désolé parce que je ne suis pas du tout un expert des modes de gouvernance alternatifs, mais effectivement, à côté du fonctionnement par coopérative ou par association, il y a aussi tout ce qui se fait dans des alternatives un peu plus fortes et de manière informelle à travers des collectifs. Et là, je vous renvoie à peut-être 2 épisodes que j'ai fait récemment dans le podcast avec 2 chercheuses. L'une qui s'appelle Justine Loiseau, qui a travaillé sur la gouvernance des communs, et notamment les communs comme plus qu'humains sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à travers la filière bois-forêt, et comment est-ce qu'en fait, on travaille sur une gouvernance au sein de la ZAD par rapport à la gestion des humains, des non-humains. Et enfin, aussi Sixtine Van Autrive, qui elle, est docteur en droit, enfin en sciences juridiques plus précisément, et qui, elle, a travaillé avec des collectifs de Gilets jaunes dans la commune de Commercy pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui se sont organisés sous forme communale, un peu sur la base des travaux de Murray Bookchin, donc du communalisme ou du municipalisme libertaire aussi, les 2 termes utilisés, sur comment est-ce qu'on met en place une gouvernance en commun à l'échelle de la commune, mais aussi à une échelle plus fédérale, en fédérant les différentes communes associées à un mouvement pour s'autogérer, s'auto-administrer.
J'ai une petite question. Est-ce que vous êtes penché sur tout ce qui est théorie comportementale pour essayer justement de comprendre comment on est amené justement à venir plutôt créer une entreprise capitaliste ou autre, ou même pourquoi les gens changent, par exemple la dissonance cognitive ou toutes d'autres théories comme ça? J'ai pas tellement regardé au niveau des... enfin, un petit peu dans le livre, mais à travers des cas concrets, mais sans être en capacité d'en sortir une théorie autour de la psychologie, etc. Mais alors, par contre, je crois que Albert Moukaber, qui vient de sortir un livre qui, je pense, répond un petit peu à ces questions-là. Lui, il est psychologue ou psychiatre, ou je ne sais pas exactement quelle est précisément ça ou ses disciplines, mais il travaille sur ces sujets. Il est très proche des questions justement de transition ou d'écologie. Il avait écrit un premier livre, Votre cerveau vous joue des tours, pour débunker tout un tas de faits de certaines croyances sur le fonctionnement du cerveau. Et là, il est allé plus loin avec un nouveau livre qui traite un petit peu de ces questions. Bonjour et merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport au service public. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, les modèles organisationnels, vous êtes allé chercher plutôt les structures privées avec la notion de profit, etc., qu'il y a derrière. Moi, pour ma part, j'ai fait plutôt la recherche côté public, enfin personnel, hein, mon cas personnel. Et voilà, donc qu'est-ce que vous avez pu... Comment vous intégrez ce volet-là d'une bifurcation? Vous avez parlé du CARE tout à l'heure avec les infirmiers, les profs. Voilà, comment ce volet service public, vous l'intégrez dans votre réflexion? Merci pour cette question. Alors, j'ai pas particulièrement travaillé sur ce sujet. C'est vrai que moi, je m'intéresse à des entités qui sont privées, mais pas forcément qui recherchent le profit, hein, puisque dans mes travaux, il y a aussi des associations ou des coopératives à profit limité comme les SIC, enfin, d'intérêt général. Donc il n'y a pas que des entreprises capitalistes. Mais c'est vrai que je n'ai pas fini en fait ma réponse au jeune homme là-bas tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'effectivement ça peut porter à confusion. Mais sur la question des services publics et notamment des biens publics, moi il y a par exemple, j'ai interviewé un chercheur en économie qui s'appelle Nicolas da Silva, qui a écrit un livre qui s'appelle La bataille de la Sécu, qui lui travaille beaucoup sur le secteur de la santé et qui m'a beaucoup éclairé, notamment sur une dichotomie au sein de services publics entre services ou biens étatiques et biens ou services socialisés. Et du coup, pour vraiment penser la question du public, non pas comme étant uniquement l'apanage d'institutions organisées par des collectivités ou par un État, mais comme étant aussi en fait, des biens publics pouvant être le fait de collectifs privés, hein, sous forme de mutuelles, sous forme d'associations, sous forme de coopératives, etc., mais qui en fait œuvrent pour le bien commun et qui donc de fait sont un bien public ou offrent des biens ou des services publics, mais sans être rattachés en fait à une question étatique. Ça, je trouve que c'est déjà quelque chose d'assez intéressant pour faire la différence. Et l'autre point, c'est que je le regarde à travers une de mes études de cas, qui est le cas d'une coopération territoriale pour la mise en place d'un quartier rural qui se veut éco-construit. Et donc, c'est comment est-ce que, à la fois des modèles d'organisation de type plutôt associatif, coopératif, arrivent à travailler avec des collectivités territoriales dans des projets qui sont des projets de sobriété écologique. Voilà, donc je suis en train de regarder ça en ce moment. Je ne peux pas trop en dire plus parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des ingénieurs et du monde professionnel. Et est-ce que vous ne pensez pas, dans le cadre de vos recherches, qu'il faille revoir un peu le modèle des grandes écoles, notamment peut-être l'enseignement Si, hein, je vous recommande un livre. Encore une fois, j'ai l'impression de passer mon temps à faire ça en réponse, mais qui est d'un chercheur anglais qui travaille sur les organisations alternatives, qui s'appelle Martin Parker, et qui s'appelle Shut Down the Business School. Voilà. Du coup, je pense que le titre est assez évocateur. Et en réalité, le site se veut particulièrement provocant, mais il est très intéressant, en fait, puisqu'il arrive avec une proposition de qu'est-ce que pourrait être une business school. En fait, il ne serait pas une business school, du coup, puisqu'on ne parlerait pas de business, mais comment repenser
le système éducatif et le système des grandes écoles. Alors, pas des grandes écoles réellement, parce qu'il n'y a pas de grandes écoles en Grande-Bretagne, enfin pas pensé comme ça, mais en tout cas universitaires et pour enseigner différemment. Voilà. Donc je vous recommande vraiment chaudement cette lecture par rapport à ça, et bien évidemment, à titre personnel, je pense que les grandes écoles, même l'université telle qu'elle existe aujourd'hui, est à repenser complètement. Il faut regarder les cours d'économie. C'est pas que les grandes écoles. Je donne des TD aux universités toulousaines sur la macroéconomie. Alors on essaie d'aborder les choses, mais on est obligé de faire de la macroéconomie, de la macroéconomie néoclassique. C'est quand même l'enfer en 2024. Je veux dire, on est obligé. Les gens apprennent toujours la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. C'est même pas dépassé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est réutilisé dans un projet politique qui, en plus, est complètement déconnecté de ce que l'auteur a dit lui-même au début du 19e siècle. C'est ça qui est quand même génial. Donc oui, bien évidemment, il y a à peu près tout à reprendre. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Vous avez montré tout à l'heure une boucle de frein qui s'auto-alimente. Voilà, exactement. C'est une question très générale. Par quoi il faut commencer pour faire bifurquer la société? La société, ah oui. Ce que vous voulez. Si seulement vous pouvez avoir un éclair divin genre, honnêtement, j'en sais rien. Très honnêtement, je suis assez pessimiste, en vrai. Je vois pas tellement je ne sais pas s'il y a un levier particulier par lequel il faudrait commencer. Moi, à titre personnel, j'essaie de me concentrer sur un levier qui est plutôt culturel, et je ne démords pas de porter vaillamment une parole au sein de mes camarades alumni de grandes écoles pour essayer d'en faire le plus d'alliés possible et de voir, même si c'est un combat qui est bien évidemment perdu d'avance, mais qui permet quand même de créer certaines alliances, de sensibiliser, et pourquoi pas en fait d'arriver avec quelques transfuges pour le coup, mais dans l'autre sens. Et donc voilà, pour ce que moi je peux vous dire au niveau de l'échelle de la société. Après, sur les organisations, j'ai un peu plus de billes par rapport à la bifurcation. En fait, je ne pense pas, je suis assez convaincu même qu'on ne peut pas opérer une bifurcation dans une entreprise qui existe. Je pense sincèrement que la priorité, c'est de penser les modalités de fermeture des entreprises. En fait, il y a un imaginaire qui voudrait que pour pérenniser la société, il faudrait pérenniser les organisations. Mais en fait, les organisations, et notamment les entreprises, on cherche à les pérenniser uniquement parce qu'elles sont le moyen de subsistance des individus qui en font partie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit « Ah oui, non mais attendez, si on ferme, il n'y a plus d'emploi, comment les gens vont vivre ?» Alors, on met un salaire minimum, un revenu, un salaire à vie, un revenu universel inconditionnel. Au niveau de la société, il n'y a pas de problème. Les gens ne vont pas se presser pour aller bosser à la mine derrière. Il n'y a plus de problème pour les fermer. Donc je pense que c'est un faux problème, et que la question est plutôt de comment est-ce qu'au niveau sociétal, on permet aux gens de se réapproprier leurs moyens de subsistance d'une manière qui est déconnectée de la monnaie et de la marchandisation, et pour ensuite fermer en fait toutes ces entreprises qui sont délétères et qui ne font que du chantage à l'emploi, mais dont l'existence en fait est complètement inutile au regard de la société. Donc moi je pense qu'il faut vraiment juste penser en priorité les protocoles de fermeture de ces organisations, tout en travaillant sur la subsistance des gens sur le territoire, pour que justement il ne puisse plus avoir ce rapport de force de « Ah bah ouais, mais si on n'est plus là, ils bouffent plus ». Une petite question sur les échantillons d'alumni. 55% de femmes, est-ce que les femmes bifurquent plus
Parce qu'il y avait un petit article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps sur les gens qui avaient bifurqué qui revenaient en fait à l'emploi précédent parce que c'était compliqué. Ils avaient même du mal à avouer qu'ils avaient échoué, etc. Il y avait pas mal de femmes. Et je voulais savoir si les femmes, voilà, d'approche genrée. Ouais, j'ai pas fait j'ai pas fait le calcul, je sais pas si c'est possible. En fait, c'est extrêmement compliqué hein, d'avoir des chiffres et des échantillons sur les bifurqueurs, ou même ne serait-ce que en fait, les chiffres sur les grandes écoles, il y en a très très peu. Parce que c'est, par exemple, vous n'en trouvez pas à l'INSEE. Donc, il y a moi, j'avais essayé de me baser sur des statistiques qui sont disponibles dans nos institutions. Et en fait, tous les chiffres et toutes les études pour les grandes écoles, elles sont l'œuvre de la CGE, Confédération des grandes écoles, et qui en fait en met très très peu à disposition. Et puis le fait en lui-même, on pourrait en plus se poser ces questions-là. Donc en réalité, je ne sais pas, mais au niveau du ressenti, pour ce qui est des bifurcations radicales, que ce soit et dans le militantisme de manière générale, j'ai tendance à parler avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà, mais c'est un ressenti tout à fait personnel. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Encore des questions? Non? C'est le moment? Un mot? Ah, si. Vous avez parlé à un moment d'autosuffisance. Est-ce que vous avez pu interviewer quelqu'un qui a réussi à avoir cette autosuffisance, surtout en France, que dans d'autres pays c'est possible parce qu'on n'est pas dans forcément une société capitaliste ou genre pas encore assez développée. J'ai l'exemple du Togo, mais du coup en France, est-ce que vous avez réussi à trouver quelqu'un qui a réussi à être totalement autosuffisant? Alors en fait, l'autosuffisance ne peut pas se créer à l'échelle d'un individu ou même d'un foyer. En fait, il faut vraiment rompre, je pense, avec l'idée que l'on va pouvoir se départir de toute dépendance extérieure et de créer en fait une sorte d'autosuffisance autarcique qui pourrait être pérenne et viable. Ça, en fait, ça n'existe pas. La vraie question, c'est celle du choix des dépendances. Et donc, en fait, de sortir des dépendances subies pour aller vers des dépendances choisies. Et donc la question de la suffisance, ou de l'autosuffisance, ou de la subsistance, elle est à penser en fait à une échelle qui dépasse le cadre du foyer, de l'individu, et donc en se posant les questions de qui est-ce qu'on souhaite dépendre, et pourquoi, et de quelle manière. Donc, une fois que j'ai dit ça, non, je n'ai pas rencontré de collectifs ou de territoires qui soient autosuffisants. De toute façon, alors, ce que de parler d'autosuffisance, en fait, parler d'autonomie, sur la question de l'autonomie alimentaire, je vous recommande de regarder les travaux faits par l'association Les Greniers d'Abondance, qui travaillent vraiment sur la question de l'autonomie alimentaire, et les chiffres en fait qu'ils sortent sont assez attristants, hein, puisque en fait, en France, l'autonomie alimentaire des territoires est catastrophique. Hein. On est sur des pourcentages de 3-5%, enfin c'est assez cataclysmique. Et après, sur cette question d'autonomie, je vous recommande le livre d'un confrère de la Técopole qui s'appelle Aurélien Berland, qui s'appelle Terre et Liberté, et qui justement, en fait, il est philosophe et il enseigne à Jean Jaurès, et sur la question de comment sortir du mythe de la délivrance, donc un peu cette idée d'autosuffisance, d'être libéré de toute pression extérieure, et pour aller plutôt vers une quête d'autonomie. Et qu'est-ce que ce serait l'autonomie? Et voilà, et il travaille sur cette idée, et cette idée donc de la liberté à travers un prisme plutôt philosophique. Moi, c'est un livre qui m'a les plus ouvert ces dernières années. Je le recommande vraiment chaudement. On ferme l'activité, on clôture. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup.
Oui. OZ, E accent aigu. Avec plaisir. Je ne sais jamais à quel point c'est chiant en théorie. Non, c'est un bon mélange.